Bon, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez profité un petit peu de la pause, des gâteaux, du café, tout ça. Fait qu'on arrive avec notre quatrième et dernier panel. Après le panel, il restera juste la table de ronde, puis ce sera la fin de la journée. Donc, ce quatrième panel a pour titre EDI, jeux, enjeux et lutte. Donc, on va avoir trois présentations d'abord de Blaise Doré-Caillouette, ensuite Victor Bourgeois et ensuite Élie Bourge. Je vais lire la petite bio. Est-ce que tu veux partager le... Ouais. Donc, ouais. Doctorant en communication à l'Université de Montréal et passionné par la communication politique, les cultural studies et la sociologie du sport, Blaise Doré-Caillouette a complété une maîtrise en communication stratégique internationale, puis d'une collaboration entre l'Université catholique de Louvain en Belgique et l'Université de Sherbrooke. Il poursuit actuellement son doctorat en communication à l'Université de Montréal. Ça parole de Blaise. Donc, merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai 15 minutes, c'est ça? C'est qui donne le temps? Ça va. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présent pour ma présentation sur l'inclusion conditionnelle des combattantes dans le MMA médiatisé. Donc, d'abord, qu'est-ce que le MMA? Peut-être que vous connaissez ça, les arts martiaux mixtes de la UFC. Donc, probablement l'organisation qui médiatise le plus ce sport en devenir. Pourquoi je parle de sport au stade d'aujourd'hui? Ben, c'est que justement, ça c'est apparu, je dirais, à la fin du 19e siècle, désolé, à la fin du 20e siècle, mais c'est durant le 21e siècle qu'il y a vraiment eu une sportification du MMA. Et c'est des arts martiaux mixtes, qui est en fait ben, un combat entre deux opposants avec euh, je dirais une certaine légalité dans les règles par rapport à tout ce qui est. Ben, donc, on parle de coups de poing, on parle de coups de pied, on parle de coups de genou, on parle de coups de coude, on parle de projection de l'autre au sol. Donc, c'est vraiment une hybridité des arts martiaux pour créer ce sport-là. Et justement, dans les dernières années, il y a eu une sportification, une institutionnalisation du MMA, ce qui a permis l'entrée des femmes dans cette discipline-là. Une discipline qui est comme j'ai presque envie de dire la majorité des sports, c'est pas en tout cas beaucoup de sports qui est dans une certaine masculinité hégémonique. Donc le MMA plus particulièrement fait partie de cette masculinité hégémonique-là. Puis pour vous en donner une idée, ben, je pense qu'il y a rien qui parle mieux que des images. Donc, ça, c'est des galas d'arts martiaux au Québec. Donc, justement, on voit les ring girls, on voit justement, il y a une esthétique du combat puis de la victoire. Ça, c'est mon ami Guillaume, puis je vous confirme qu'il serre les abdos le plus fort possible. Je vous dis, dès le plus jeune âge, si on les voit, ils ont compris c'est quoi être un homme. Là. Ils intègrent dès le plus jeune âge à quoi ça ressemble cette esthétique-là de la masculinité, du combattant. Encore une fois, les ring girls, c'est aussi l'entrée sur le ring. Faut avoir l'air confrontant, sérieux, puis on choisit sa musique, c'est souvent du bon rap misogyne. On voit aussi le poing en l'air, là, il y a quelque chose de dominer son opposant. Euh, Finalement, il y a même, je veux dire, on parle de gala amateur, puis on prend des logiques de la UFC avec les stare-down, où on va voir son opposant, puis il faut avoir l'air intimidant, puis il y a vraiment une esthétique profondément masculine derrière ce sport-là. Et dans les dernières années, par exemple, je dirais dans les années 2010, ben, il y a une visibilité croissante des combattantes. Donc, on voit Valentina Shevchenko, Zhang Weili, des championnes, mais on le voit aussi, peut-être que vous connaissez Ronda Rousey, Amanda Nunes, d'autres championnes. Cette visibilité-là
surtout par la UFC, est vraiment représentée comme un signe d'empowerment, un signe de progrès. Donc, on le voit à travers les têtes d'affiche, ces vedettes médiatiques-là. On voit vraiment les femmes qui seraient rendues à une certaine égalité dans la visibilité. On les met sur la main card, donc les combats principaux de la soirée. Puis encore une fois, dans l'optique où si une image vaut mille mots, je sais pas ce que donne une vidéo, je vous présente. People thought so differently. How recently it was an audacious thought to take a woman seriously in any kind of combat sport. Started doing MMA when women was not in this sport. I thought I'd just try one fight just to see what it's like. And as soon as I had one fight, I was hooked. Just a lot of skepticism and a lot of judgment before I had even had the chance to prove myself. Ladies and gentlemen, Michelle Watterson. Rhea is my Rhea Sunshine. Through martial arts, I learned life lessons that I can transfer over to her. I grew up being abused. I feel like we all have problems, and I kind of took it upon myself to just do whatever I could until one day I finally left to pursue this fighting career. I had the honor of being the first Black female to headline a UFC card. I'm proud of myself for not giving up. When I look back on the beginnings of my martial arts. Donc, c'est un peu dans cette esthétique-là d'empowerment, puis il y a toujours une féminité assez genrée qui transparaît là-dedans. Ce qu'on va explorer, mais avant, ben, c'est ça, nécessairement, c'est cette féminité-là dans les sports de combat, la représentation des femmes, ça a déjà été exploré dans la boxe où, justement, il y a vraiment une contradiction entre ce qu'on pense comme une féminité, le genre féminin, et ben, le fait d'être capable de frapper, d'être capable d'encaisser, de blesser ou de dominer physiquement. Donc, il y a vraiment une opposition entre la féminité comme désirabilité, comme le respect, le fait de rendre cette féminité-là de manière commerciale rentable, tout en jumelant ça à quelque chose qui est totalement opposé, la violence inhérente au MMA. Ce que j'ai décidé de m'intéresser, c'est aux représentations, pour continuer un peu, justement, Mick Clearan s'est beaucoup intéressé à ça, mais elle s'est surtout intéressée à l'écosystème médiatique et promotionnel de l'UFC, là où je m'intéresse plus à une étude qualitative des discours médiatiques. Donc, je me suis concentré sur des figures, je dirais, emblématiques pour voir, comme Ronda Rousey, Amanda, pour voir comment, justement, ces femmes-là étaient représentées médiatiquement et surtout comment, par quelles conditions, parce qu'on voit ça, c'est présenté comme un progrès, cette visibilité-là est très positive, mais voir quelles conditions doivent être remplies pour atteindre cette visibilité-là. Donc, le premier, c'est que le progrès est conditionnel à la commercialisation. Donc, ici, on voit Ronda Rousey je vais dire une deuxième. OK. Donc, dans ce progrès-là, c'est vraiment de voir que l'UFC présente ça comme une rupture historique. On présente vraiment Ronda Rousey contre l'étendard de cette rupture-là. On va le voir par après comment elle réussit à allier cette féminité genrée-là avec les requis violents qu'impose le MMA. Et il y a vraiment une commercialisation de la femme qui passe nécessairement par les élites, les têtes d'affiche, et qui oublie totalement, je dirais, les masses de femmes qui ne correspondent pas à ces féminités-là et qui ne peuvent pas être commercialisées. Donc, on le voit notamment dans Sports Illustrated, qui est justement un magazine qui raconte que la UFC va accepter les femmes vu le niveau puis vu comment Ronda Rousey a une visibilité. Sinon, on voit justement dans MMA Fighting, un autre média, comment Ronda Rousey on l'utilise comme preuve puisqu'elle aurait gagné autant que d'autres
d'autres fighters professionnels. Puis, ben, en parenthèse, j'aimais ça, je voulais incorporer une composante structurelle qu'on oublie des fois, c'est la sportification du MMA, qui n'était pas un sport avant. Une composante structurelle qui a nécessairement obligé les instances de MMA à intégrer les femmes. Une deuxième condition, je dirais, c'est que j'ai commencé à aborder, mais qu'on va pouvoir approfondir, c'est la combattante doit être violente sans cesser d'être lisible comme féminine. Donc, je parlais de Ronda Rousey qui incorpore ça, je dirais, à la perfection, c'est-à-dire que sa puissance, sa domination sur le ring est surtout rendue acceptable par sa beauté, son maquillage, ses cheveux, son corps. On le voit, ça c'est encore Sports Illustrated, mais somehow ils ont une édition swimsuit. Puis Ronda Rousey, ben, elle fait partie de cette édition-là. Pas de swimsuit avec un body paint. Mais il y a vraiment cette idée-là que Ronda Rousey, dans sa féminité très sexualisée, est acceptée comme dominante parce que ben, elle est à l'opposé de justement Chris Cyborg, qui représente pas du tout les normes de féminité actuelles. Donc, on le voit dans les médias où on parle de Ronda Rousey, surtout parce qu'elle elle est jolie, mais elle peut kick any guy's butt. Donc, c'est toujours allier les deux, c'est Beauty and the Beast, Femininely Badass. Donc, il y a vraiment Strong is Beautiful. Il y a vraiment le côté ben, typique genré féminin de la beauté, de tout centré sur le corps, là où chez les hommes, il y a beaucoup moins ça, pour accepter la puissance, je dirais, la performance sportive de l'athlète. À l'opposé, justement, il y a les corps féminins comme Chris Cyborg qui échappent à la féminité normative, puis nécessairement qui suscitent dans les médias de l'inconfort et des résistances. Donc, on voit vraiment comment cette figure-là de Chris Cyborg, on la montre comme quelque chose de plus inquiétant, voire excessif. C'est déféminisé comme puissance. Il y a quelque chose aussi de près. C'est presque pathologique dans son corps. Donc, on parle de c'est trop musclé, c'est trop dur, c'est trop viril. Si elle gagne, c'est parce qu'elle est presque un homme. Fait que c'est toujours le référent. Il y a le référent neutre qui est l'homme, ou je veux dire, la performance, c'est les hommes, les femmes, c'est la sous-performance. Si elle performe, c'est parce qu'elle ressemble à un homme. Donc, il y a vraiment ce côté-là pathologisant, justement, qui réinstalle une norme de la féminité. Justement, il y a même Ronda Rousey qui l'accusait qui n'est plus une femme parce qu'elle aurait pris des stéroïdes. Donc, ou même Dana White, Joe Rogan, des figures emblématiques du MMA, sa médiatisation qui dit que Wanderlei Silva, ben, c'est Chris Cyborg, but in a dress. Donc, encore ce référent à ce qui est neutre, finalement, c'est le référent naturel, l'homme. J'appelle ça un peu une lame à triple tranchant parce que cette sexualisation-là, qui réussit finalement médiatiquement à un certain point à bénéficier, entre gros guillemets, à Ronda Rousey, finalement, pour tout le reste je dirais, des combattantes, ben, il y a quelque chose qui vient fragiliser la crédibilité de ces sportives-là. C'est-à-dire que dès que les combattantes sont féminisées, dès qu'elles sont genrées par leurs attributs physiques ou tout simplement par leur dès qu'ils sont genrés, tout simplement, ben, il y a une fragilité parce qu'on va les accuser s'ils sont médiatisés, c'est pas par leur performance, c'est par le fait que ben, ils sont belles ou nécessairement avec la venue de OnlyFans. Il y a des combattantes qui ont commencé à s'inscrire là-dessus. Puis, justement, on les accuse par rapport à ça de ne pas être là pour la performance du sport, d'être là pour, justement, le côté
leur côté sexy looks, not their fighting skills. Donc, il y a vraiment ce triple tranchant-là qui vient aussi montrer, je dirais, le fait que ben, finalement, s'ils sont sur OnlyFans, peut-être que c'est parce qu'ils ne sont pas assez payés. Fait que, il y a vraiment quelque chose de, je dirais, d'ironique au fait de soit ne pas les sexualiser puis les discriminer quand même, ou les sexualiser puis encore plus les discriminer, puis surtout ça affecte leur performance, la crédibilité de leur performance sportive sur leur look, ce à quoi les hommes dans le combat sont beaucoup moins assujettis, ou même il y a quelque chose d'un peu, c'est le boogeyman ou un homme avec un physique hors du commun, ou qui serait plus typique, ou typique à l'homme, ben là, on essaierait de soit d'en rire ou de faire comme wow, c'est impressionnant de quelqu'un. Il y a pas une décritisation par le physique. En conclusion, j'ai vu ça ce matin, je trouvais ça intéressant. Il y avait une étude un peu qui a été réalisée sur les médias polonais, puis qui regardait le cadrage justement des femmes par rapport au MMA en Pologne. Puis on parlait d'un cadrage relativement dégenré et largement célébratoire, principalement structuré par un discours nationaliste. Fait que je trouvais ça je voulais juste en faire part là, de comment il pouvait avoir. Je ne l'ai pas encore lu, mais je trouvais ça intéressant le côté dégenré par un nationaliste. C'est intriguant. Merci. Donc, la présentation, je continue. Elle était déjà sur l'ordinateur, juste. Ah, parfait. Donc, tu t'installes, je vais dire ta bio. Donc, Victor Bardou-Bourgeois est candidat au doctorat en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Dans le cadre de ses recherches doctorales, il s'intéresse à l'extrême droite américaine et au phénomène de la radicalisation dans les communautés de jeux vidéo en ligne. Merci beaucoup pour la présentation et merci beaucoup au CRIJAL pour l'invitation aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de venir partager ma fascination morbide pour l'extrême droite américaine. Là-dessus, c'est toujours plaisant, dans le fond, d'être un peu l'oiseau de malheur dans des présentations, en venant un peu ruiner, si vous voulez, l'humeur de tout le monde dans la salle. Je m'en excuse. Plus sérieusement, la présentation d'aujourd'hui, dans le fond, porte sur la recherche que je mène dans le cadre de ma thèse de doctorat, où est-ce que je m'intéresse surtout à la circulation de discours d'extrême droite au sein de communautés d'amateurs de jeux vidéo. Pour faire le parallèle avec la thématique du colloque d'aujourd'hui, dans le fond, vous allez voir comment, au final, les communautés d'amateurs, de hobbyistes, on est un peu à se réapproprier la résistance, en fait, à ce qu'eux appellent les politiques EDI, mais aussi à les distordre. Et c'est dans cette espèce d'exercice de distorsion sur le sujet que ça facilite en quelque sorte l'introduction de discours haineux assez répréhensibles. Et donc, c'est un sujet sur lequel est intéressant de s'aborder parce que ça fait en fait quelques années qu'il y a déjà un peu cette réflexion-là, autant dans le monde académique que dans le discours, un peu l'espace public, si vous voulez, sur la présence de discours haineux, surtout d'extrême droite, au sein des plateformes numériques adjacentes à la culture vidéoludique. Ça, ce que ça veut dire au sein des jeux vidéo en tant que tels, mais c'est aussi au sein des plateformes où est-ce qu'on traite de jeux vidéo et où la culture du jeu vidéo se reproduit. Pensez à des plateformes comme Twitch, YouTube, Discord, qui sont différents médias sociaux et forums de discussion. Et on a constaté une augmentation assez appréciable de autant de cas de circulation de discours haineux, mais aussi de cas de campagnes de cyberharcèlement commises par des gamers à l'égard de communautés numériques marginalisées. La plus célèbre d'entre elles, c'est le Gamergate de 2014. Si vous ne savez pas c'est quoi le Gamergate, félicitations, vous êtes chanceux.
Et mais encore plus sérieusement, des attentats terroristes qui ont été commis par des personnes qui étaient de férus amateurs de jeux vidéo, de férus consommateurs de jeux vidéo, mais qui ont aussi utilisé les codes du jeu vidéo pour mettre en scène leur attentat terroriste. On pense notamment à la fusillade de Christchurch en Nouvelle-Zélande, où est-ce que le tireur s'est filmé un peu, non seulement il a filmé en direct sa tuerie sur Facebook Live, mais aussi la manière qu'il filmait imitait un peu les codes des jeux vidéo de tir à la première personne, un peu comme Call of Duty. Et généralement, il y a deux grandes, dans la littérature scientifique, il y a deux grandes manières un peu d'étudier le phénomène. Vous avez d'abord les approches de prévention en radicalisation menant vers l'extrémisme violent, qui a tendance un peu à conceptualiser les jeux vidéo comme un potentiel vecteur de radicalisation idéologique. Où est-ce que, aux yeux, dans le fond, on voit un peu les jeux vidéo, mais les plateformes adjacentes, des outils de propagande, où est-ce qu'on peut déployer l'idéologie de groupes extrémistes auprès d'audiences qui ne sont pas nécessairement au courant, qui pourraient facilement être impressionnés par ces idées-là, qu'on présente de manière subversive, mais aussi, surtout, comme un outil de réseautage. C'est-à-dire qu'au travers de la pratique du jeu, plus facile de créer des liens et, ultimement, d'essayer de recruter des individus, souvent des adolescents, appelons-le, dans des organisations extrémistes, souvent terroristes. L'autre version, dans le fond, l'autre grande si vous voulez, famille de recherche et d'études, c'est surtout dans les sciences du jeu, qui sont vraiment une discipline très interdisciplinaire, où est-ce que, dans le fond, on a surtout une vision structurelle un peu du haut vers le bas, c'est-à-dire que au final, on dit que l'industrie du jeu vidéo a un peu cultivé non seulement le fait que le jeu vidéo, ce serait un espace masculin, blanc et hétéronormatif, mais aussi reproduit des croyances racistes, misogynes, homophobes, transphobes au sein de ses propres jeux, que ce soit par son marketing, par ses mécaniques de jeu, par la reproduction de stéréotypes négatifs, etc., mais aussi, et de plus en plus, par son manque de rigueur dans la modération de ses contenus, donc dans la modération des communications entre joueurs au sein de ses propres plateformes. Les limites de ces recherches, j'en identifie trois. Les deux premières concernent surtout les approches preuves. La dernière, les deux. La première, c'est qu'il y a une tendance quand même à sécuritiser le jeu vidéo, c'est-à-dire de voir les jeux vidéo un peu comme une menace à la sécurité nationale et ultimement à pathologiser sa pratique. La deuxième, c'est une vision assez réductrice du rôle de l'Internet, où est-ce que de la circulation de discours haineux, c'est-à-dire que la simple exposition à des discours haineux fait de sorte que vous les acceptez et les tolérez. Et finalement, mais surtout, là où est-ce que le bas laisse le plus, c'est que c'est des recherches au plan qui s'intéressent vraiment pas beaucoup aux gamers en tant que tels, à leur grief, leur vécu, qui permettraient d'expliquer pourquoi ces communautés-là, qui se présentent elles-mêmes, mais aussi qu'on tend à présenter comme étant apolitiques, au sens où elles ne s'intéressent pas à la politique, en viennent à reproduire des discours qui sont particulièrement agressifs, violents et haineux à l'égard de différents groupes marginalisés. Donc, la question de recherche qui anime ma thèse, c'est la suivante, c'est quels sont les mécanismes et les processus qui permettent de comprendre comment des discours d'extrême droite parviennent à circuler au sein de la communauté vidéoludique en ligne. Moi, dans le fond, ce que je défends, c'est que les discours haineux d'extrême droite résonnent auprès des gamers parce qu'ils nourrissent fondamentalement un sentiment de crainte de perte de statut au sein de la culture du jeu vidéo, mais aussi, ils résonnent auprès des gamers parce qu'ils leur donnent, dans le fond, les idées qui permettent d'expliquer quels sont les problèmes auxquels ils font face. C'est la faute à qui? Quelle est la solution pour faire face au problème? Et surtout, quelles sont les raisons de continuer de s'engager face à cette cause? Et enfin, sur le plan peut-être un petit peu plus technique de l'Internet, l'absence de modération de contenu, mais aussi l'instantanéité des communications fait en sorte que c'est très facile de reproduire ces discours-là, mais surtout, ils servent en fait de manière d'assurer le contrôle sur la communauté en expulsant ou en faisant peur aux gens qu'on ne veut pas voir, mais aussi comme outil de discipline au sein même de la communauté. Très rapidement, là, parce que je parle trop, j'adopte une approche socio-technique des effets des médias, où est-ce que je vois la circulation du discours haineux au sein de la communauté vidéoludique en ligne comme une combinaison d'audience active, de messages et de potentialités techniques. Dans le fond, qui sont les personnes qui lisent les messages, comment ils se réapproprient ces messages-là et de quoi ils bénéficient après ça pour faire circuler ces messages-là.
L'extrême droite, au sens très simple, j'utilise la définition de J.M. Berger, c'est-à-dire c'est une idéologie qui expresse une hostilité intrinsèque envers des groupes minoritaires, un rejet des valeurs égalitaires et démocratiques et qui justifie l'utilisation de la violence pour atteindre ses objectifs. Discours haineux, ce sont des discours qui expriment de la haine, une attitude dégradante à l'égard d'un individu ou d'un groupe, et ça sur la base de leur appartenance ethnique, religieuse, politique, de genre et d'orientation sexuelle. Finalement, j'ai fait une observation passive non déclarée du lurking et une analyse de contenu des discussions au sein de 3 forums publics dédiés aux jeux vidéo. Il s'agit de /v/videogames sur 4chan, le plus important forum de jeux vidéo au monde. Avec un trafic quotidien d'à peu près 50 000 personnes. r/Kotaku in Action sur Reddit, l'un des derniers forums associés au Gamergate qui existe aujourd'hui. Et finalement, DEI Detected de Discord. C'est une communauté Discord qui cherche à faire, en fait, à aviser les consommateurs que le jeu qu'ils s'apprêtent à acheter contient des politiques EDI. On va y venir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rapidement, donc, sur les audiences. Qui sont ces gamers que j'observe? L'élément le plus important sur lequel je veux m'attarder en ce moment, c'est le fait qu'ils vont percevoir la culture du jeu vidéo comme un espace masculin, blanc et hétéronormatif. C'est-à-dire qu'ils voient le fait d'être un gamer un peu comme une forme de masculinité numérique, où est-ce que la capacité de dominer un environnement digital numérique, que ce soit en battant la machine, mais surtout en battant les autres humains en leur sein, c'est un gage de fortitude personnelle. Mais surtout, les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBTQ sont perçues comme des envahisseurs au sein de ces espaces. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'affaires, en quelque sorte, à jouer aux jeux vidéo. Ils n'ont pas dans leur esprit la capacité morale et la capacité intellectuelle et la dextérité fine capable de jouer au jeu. Et au final, ils ont une vision assez conservatrice de cette communauté-là. L'identité de gamer, c'est une définition qui est exclusive et qui est empreinte d'un style très populiste, c'est-à-dire qu'ils ont la vision d'eux-mêmes comme la majorité silencieuse, en fait, et que seuls les gamers sont capables de déterminer qu'est-ce qui devrait être les paramètres d'un bon jeu, d'un vrai jeu, et ils rejettent l'opinion des élites gravitant au sein et autour de la culture vidéoludique. Par élite, je parle par exemple les gens qui littéralement font les jeux vidéo, les journalistes vidéoludiques qui couvrent l'actualité de l'univers du jeu vidéo, mais aussi les chercheurs, les penseurs qui réfléchissent au médium du jeu vidéo comme on réfléchisserait, par exemple, à la littérature, au cinéma, à la musique. Et donc, il y a une aversion assez assumée face à ces groupes. Quel est le problème auquel la communauté fait face? C'est que depuis à peu près les 5 dernières années, les jeux vidéo sont vraiment devenus mauvais et ennuyants parce qu'ils ne cherchent plus vraiment à plaire aux vrais gamers. Pourquoi? Parce que les studios de développement ont essentiellement, par l'entremise de politiques DI de recrutement, recruté des activistes woke qui, eux, se sont attardés à produire des jeux vidéo woke et, dans le fond, qui s'adresseraient à des audiences modernes et pas à des vrais gamers. Alors, c'est quoi ça, concrètement, un jeu woke? Le premier élément qui est important, c'est un jeu qui met l'accent sur des politiques EDI. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est essentiellement un jeu qui enseigne des personnes racisées, des femmes, des personnes LGBTQ, pas de manière stéréotypée et pas dans des... et généralement, c'est eux qui sont les personnages principaux de l'histoire. C'est pas un jeu... Et là, ça, c'est le deuxième point. C'est des jeux, un jeu woke, c'est un jeu qui humilie les hommes blancs parce que c'est soit que le méchant de l'histoire, c'est un homme blanc, soit que le héros, c'est un homme blanc, mais il se fait faire la morale par des personnes issues de communautés marginalisées, où il est présenté un peu comme oui, le héros de l'histoire, mais il est un peu goofy, un peu stupide. Il n'est pas nécessairement le héros stoïque que les jeux vidéo ont connu dans les années 90 ou 2000. Et le troisième point, c'est un jeu qui enlaidifie les personnages féminins. Ça, ce que ça veut dire essentiellement, c'est un jeu qui transforme les personnages féminins en version masculine et on cherche dans le fond à les rendre laides pour plus qu'elles soient attirantes auprès des hommes. Ça, c'est l'exemple qui est fréquemment cité dans la communauté que j'observe, c'est celui de Lara Croft de la série Tomb Raider, où est-ce que vous avez Lara Croft en
1996 et Lara Croft en 2018. Et ça, c'est à leurs yeux le signe d'une enlaidification. C'est-à-dire que vous avez ici Lara Croft masculine pour un public qui fait notamment, et là je cite, la promotion de la transidentité auprès d'un public qui ne serait pas au fait de ça. Et tout ça dans le but, dans le fond, on se dit, mais pourquoi, à quelle fin et à qui la faute? Eh bien, c'est de la faute aux Juifs. Et en fait, je rigole pas, hein, c'est bienvenue dans mon monde, c'est vraiment ça. C'est la raison pourquoi les studios de développement de jeux vidéo font ça, c'est parce qu'ils reçoivent des subventions ESG de la part de firmes d'investissement juives et que ces subventions-là, dans le fond, les forcent à embaucher des activistes woke et à faire des jeux woke. Et donc, quand les studios refusent de faire, de se plier aux exigences de ces firmes, ben là, il y a des activistes sur les réseaux sociaux qui vont canceller les jeux vidéo en question pour leur faire perdre de l'argent. Donc, chaque fois qu'il y a comme une discussion en ligne sur un tel jeu et reproduit les discours homophobes, transphobes, racistes, ben là, c'est forcément le signe qu'il y a un complot judéo, je ne le mentionne pas, mais très anticommuniste, donc judéo-bolchevique, littéralement, pour détruire les jeux vidéo. Et l'objectif de ça, en fait, c'est l'humiliation culturelle des hommes blancs pour faciliter leur remplacement. C'est-à-dire qu'en faisant des jeux avec des jeux qui ne s'adressent plus aux hommes blancs, des jeux qui sont faits où est-ce que les femmes sont laides, masculines, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à humilier les hommes blancs pour, en fait, les forcer à ne pas se reproduire. C'est la logique derrière ça. Là, je vois que je manque de temps, donc je vais passer un petit peu plus vite, mais en fait, c'est cette idée-là que les jeux vidéo, c'est vraiment ce bastion culturel de la masculinité blanche, et qu'en incorporant des idées autant de progression, mais juste de la représentation très simple, juste d'inclure des personnages qui ne sont pas nécessairement stéréotypés, ou du moins qu'on essaye que ce ne soit pas des stéréotypes négatifs, c'est le signe qu'on cherche à effacer la culture blanche, en fait. Et ben là, c'est là que le côté vraiment violence manifeste, c'est-à-dire comment qu'on résiste, ben c'est par des campagnes de boycottage et de dénonciation, mais surtout ce qui caractérise par des campagnes de cyberharcèlement en ligne, parce que là, on attaque délibérément des gens sur Internet, on les menace de mort, de viol, on menace de dévoiler leur identité dans le vrai monde, où est-ce qu'ils vivent, où est-ce qu'ils habitent, et ça dans le but, en final, de garder le contrôle sur l'accès la culture du jeu vidéo, c'est de faire du gatekeeping par la violence et par le harcèlement en ligne, surtout. Pourquoi faire ça? Ben, c'est comme je vous disais, c'est surtout, oui, à la base, il y a un désir très puéril que je voyais souvent, c'est « I just want to play good games with hot babes ». C'était un truc qui revenait, mais ce qui revenait aussi souvent, c'était le désir de voir leurs ennemis souffrir, c'est-à-dire on estimait que ces gens-là ruinaient mon passage favori, puis je veux les voir perdre leur job, je veux les voir avoir peur. Je veux qu'ils se sentent pas en sécurité, mais aussi, on a cette impression-là que c'est le dernier bastion culturel de la race blanche. C'est-à-dire que l'industrie de la musique s'est effondrée, le cinéma s'est effondré, la télévision s'est effondrée. Tout ce qu'il reste aux hommes blancs, c'est les jeux vidéo. Et donc, et nous sommes l'avant-garde. On est le dernier rempart, le dernier bastion. Et c'est pour ça qu'il faut harceler en ligne des journalistes, des académiques ou juste simplement des fans de jeux vidéo qui n'ont rien d'autre demandé, qui n'ont rien demandé à ça. Et là-dessus, j'ai dépassé amplement mon temps. Je vous remercie de votre attention. Ça fait un plaisir de répondre. J'ai accepté ce soir. Oui, débrancher l'ordinateur avant de le prendre sur leur premier. Notre troisième présentation pour le panel, c'est donc Élie, doctorante en droit à l'Université Laval. Élie est détentrice d'un baccalauréat en droit, Université de Montréal 2020, une maîtrise en pratique de droit criminel et pénal, Université de Sherbrooke 2021, une maîtrise en droit de suite de recherche, Université de Sherbrooke 2024. Une partie importante de ses travaux de recherche, souvent interdisciplinariste, porte sur l'interaction entre le droit, le genre et la sexualité. Les droits et libertés des femmes, des minorités sexuelles et des minorités de genre occupent une place prédominante dans cette réflexion.
Ellie demeure très impliquée dans les environnements dans lesquels elle gravite, en particulier dans le milieu communautaire LGBTQ+. Administratrice d'Interlink depuis 2023, elle a effectué un stage MIDAX au sein de la Fondation Émergence en 2023-2024 et occupé un rôle de co-coordination auprès de divers genres de 2024 à 2026. Cette présentation est issue d'une recherche qu'elle a effectuée comme stagiaire boursière de la Fondation Jean-Charles Bonenfant à l'Assemblée nationale du Québec en 2024-2025. À toi. Merci, Lydia. Vraiment, dernière présentation. Je vais essayer de faire ça bref et dynamique. Je m'excuse à l'avance pour ma voix. J'ai pas été à parler la dernière semaine, puis finalement, ma voix est apparue timidement hier et j'ai pas eu besoin d'annuler. Mais ça me chatouille les cordes vocales souvent, donc je m'en excuse. Puis je m'excuse aussi si je toussais dans le fond de la classe. C'était la raison. Voilà. Donc, je vais partir le chronomètre. On a beaucoup parlé au cours de la journée des différents enjeux au niveau de la représentation, de prendre sa place. On a parlé aussi de tactiques, là, des alliances pour résister, de tisser des alliances avec les personnes qui étaient dans des postes de pouvoir, dans les organisations, par exemple, dans les institutions, de tisser des liens avec les personnes qui avaient un pouvoir, un contrôle. Mais ça amène aussi à certaines réflexions au regard de la représentation. Qu'est-ce qui fait que certaines communautés n'arrivent pas à atteindre ce pouvoir-là, à atteindre ces institutions-là, notamment les institutions démocratiques? Puis c'est un peu la réflexion que j'ai eue dans le cadre du stage de la Fondation Jean-Charles Bonenfant. Je suis toujours très contente de présenter après des politologues ou des gens qui font de la communication politique parce qu'ils résument déjà c'est quoi la droite. Donc, moi, je suis contente, je suis une juriste, je fais des lois d'habitude, moins de la politique. Cela dit, la présentation va être plus dans la sphère politique puisque c'est un stage plus dans ce domaine-là, même si j'ai quand même fait un peu de droit là-dedans. Donc, la droite ou la droite alternative, c'est un mouvement qui est plus en main d'utiliser des tactiques, des discours anti-trans, mais aussi anti-EDI de manière générale. On va présenter l'EDI comme étant un phénomène qui est nouveau, qui est un phénomène qui est woke. On parle beaucoup de l'argument de contamination sociale. D'ailleurs, notre droit s'est construit sur cet argument-là de contamination sociale et qu'il faudrait, par exemple, protéger nos enfants de la transidentité, de la non-binarité. Et donc, il faut limiter la visibilité, le pouvoir politique, les droits et libertés, la participation démocratique. Et c'est un peu une raison pourquoi on voit qu'il y a un déficit à accéder à certains postes de pouvoir, notamment dans la sphère politique. Il y a plusieurs exemples, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, vous les connaissez, mais il y a eu plusieurs exemples dans l'actualité politique québécoise ou canadienne où il y a eu quand même des tensions ou des résistances au regard de la diversité de genre. On pense à toute la saga des toilettes non genrées, les communications gouvernementales, on est venu prohiber certains termes auprès des fonctionnaires, par exemple. La question du comité de sages sur l'identité de genre, les établissements carcéraux aussi qui viennent placer les personnes en fonction du sexe anatomique plutôt qu'en fonction du genre. Au Canada, on a vu aussi beaucoup de provinces qui ont mis de l'avant la clause dérogatoire, par exemple. C'est devant la Cour suprême présentement au niveau de la Saskatchewan. Donc, il y a beaucoup d'enjeux entourant ces thématiques-là. C'est également le cas aux États-Unis. Peut-être que plusieurs d'entre vous connaissez le C-Trans Legislation Tracker. Donc, c'est des académiques, si on veut, là, aux États-Unis qui documentent un peu les projets de loi qui sont déposés aux États-Unis. Donc, ça intègre les 50 États, mais aussi le niveau fédéral. Et ce qu'on constate, c'est qu'en 2021, au début, on est à seulement 153 projets de loi qui sont déposés dans les chambres respectives des États. Et il y en a seulement 18 qui sont adoptés. Et avec les années, plus ça va aller, plus il va y avoir de projets de loi qui sont déposés, puis éventuellement adoptés, qui vont venir restreindre les droits des personnes trans. Et là, les données à jour pour 2025, c'est qu'il y a eu, on voit la différence entre 2022-2023. C'est aussi le moment où on voit qu'il y a eu une montée très rapide au niveau du masculinisme. Bon, je peux pas de dire, vous avez compris. Puis, c'est également le moment où il y a plusieurs études qui documentent que dans les écoles secondaires, on voit un grand changement. C'est le 2-3 ans qu'on parle. Il y a vraiment une explosion en même temps où il y a Donald Trump qui revient au pouvoir. Puis là, 2025,
1020 projets de loi qui sont déposés et 125 qui sont adoptés. Donc, les projets de loi anti-trans, qu'est-ce que c'est concrètement? Ben, ça vise spécifiquement 2 domaines. Donc, l'éducation et la santé pour venir restreindre l'accès à des livres au niveau des écoles, puis au niveau des soins de santé, particulièrement les soins des personnes mineures, mais pas seulement les personnes mineures. Et ces projets de loi-là peuvent avoir des effets aussi cumulatifs. Donc, par exemple, un projet de loi qui a été déposé au Texas va dire que si on se présente comme une personne qui n'est pas le sexe assigné à la naissance, on fait de la fraude identitaire et donc c'est un crime au sens du droit. Et par conséquent, on va être emprisonné, on va faire face à des peines d'emprisonnement, mais en prison, on va être emprisonné dans des prisons qui ne correspondent pas à notre genre. Vous voyez un peu la dynamique. Bref, il y a tout un enjeu de résistance à l'EDI qui vient dire qu'il faut protéger la société des personnes trans. Il ne faut pas qu'on les voit, il ne faut pas qu'elles participent démocratiquement. Mais pourtant, le gouvernement du Québec a reconnu depuis 1977 la possibilité légale de transitionner, mais il n'y a personne à ce jour qui est à l'Assemblée nationale du Québec qui a été élu, qui se dit ouvertement trans. Au niveau du Canada, même chose, il y a une personne qui est Two-Spirit qui a été élue, cela dit, mais malgré ça, il n'y en a pas eu ouvertement trans qui ont été élus. Puis on parle de, oui, il n'y a pas beaucoup de personnes trans, c'est parfois l'argument qu'on me mentionne. Bon, le recensement 2021 parlait de 0,23% de la population québécoise, mais c'est plus dans les autres provinces, c'est clairement plus que ça. Et même là, statistiquement, il aurait dû avoir au moins une personne trans d'élue dans la sphère politique, mais ce n'est pas le cas. Donc, ça amène certains enjeux démocratiques parce que les communautés qu'on veut qu'elles participent à la vie en société ne sont pas capables de le faire, de prendre leur place comme citoyens et citoyennes de la société. Le problème avec les enjeux d'EDI, c'est que ça s'applique très mal à la sphère politique où c'est la démocratie qui parle. C'est les gens qui votent qui parlent, puis on peut difficilement mettre en place, par exemple, des politiques de discrimination positive, et c'est encore plus difficile aussi d'aller chercher, par exemple, pas nécessairement des quotas, mais tu sais, parfois il y a des marges de candidats qu'on va essayer d'aller chercher au niveau des femmes, mais c'est beaucoup plus difficile à appliquer dans le cas des personnes trans non-binaires parce qu'on est quand même dans une minorité plus difficile à représenter qui n'est pas 50% de la population. Et il y a vraiment un enjeu démocratique au niveau de la représentation parce qu'on est dans des circonscriptions où statistiquement, on ne sera jamais majoritaire de personnes trans dans une circonscription, même si on est au village de Montréal. On est toujours minoritaire dans chacune des circonscriptions, mais si on applique, si on applique la même réflexion dans chaque circonscription, il n'y aura jamais de personne trans qui va être élue, et c'est ce qu'on voit actuellement. Donc, il y a vraiment des distorsions démocratiques qui fait qu'on n'est pas capable de voir une représentation équitable des minorités de genre. Ça amène aussi des enjeux au niveau de la recherche parce que, considérant qu'il n'y a pas de personnes trans élues, c'est super difficile à documenter et c'est l'enjeu sur lequel je me suis penchée. J'ai eu beaucoup de plaisir dans mon année de stage à la Fondation Jean-Charles Bonenfant. Donc, je les remercie. Ils ont financé mon année. C'était super. Ma question de recherche était la suivante. Quels obstacles et défis nuisent à l'élection des personnes trans et non-binaires à l'Assemblée nationale du Québec? Donc, pour y arriver, j'ai fait d'abord une méthodologie croisée. Donc, je suis allée voir qu'est-ce qui se fait au niveau de la littérature, qu'est-ce qui est documenté au niveau de la littérature des femmes, de la littérature, de la diversité sexuelle, c'est quoi les enjeux qu'on retrouve. Puis j'ai essayé de les appliquer au contexte de la diversité de genre. Pour me donner un peu un cadre, un guide pour mes entrevues. Ensuite, j'ai fait des entrevues semi-dirigées avec 7 personnes trans qui avaient soit été candidates à des élections, que ce soit au niveau provincial du Québec, canadien, au fédéral ou au niveau municipal, ou ça peut être également des personnes qui avaient été approchées par des partis politiques pour se représenter. Vous comprendrez, 7, c'est pas beaucoup, donc ça amène beaucoup de limites. Mais vous comprenez que 7, c'est énormément de travail parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, ça a été, tu sais, par chance, je suis beaucoup dans le milieu communautaire, ça m'a permis d'aller regarder un petit peu des gens qui m'ont parlé quand elles étaient au courant que je cherchais des personnes qui avaient été candidates ou qui avaient été approchées. Ça pouvait être des personnes dans l'actualité que je connaissais, donc j'ai pu les contacter. Ça peut être par effet boule de neige aussi. Donc, une personne que j'ai interviewée me dit « Ah, mais là, il faut que tu parles à telle personne. » Puis c'est quand même une communauté qui était assez serrée.
Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas des gens qui venaient du même parti. Donc, je pense qu'il y a eu 6 partis représentés parmi les 7. Puis ça va de la gauche au centre droit. Donc, contrairement aussi à ce qu'on pourrait penser, la diversité de genre va vraiment plus large que juste Québec solidaire, la gauche, le NPD. Là. Au contraire, je dirais qu'il y avait même plus de gens de tous les partis. Puis tant mieux ainsi. J'ai catégorisé 2 types d'obstacles principalement. Je mentionne aussi, l'étude, elle a été faite entre février et mars 2025. Donc là, ça fait 1 an, depuis que j'ai déposé le rapport, d'ailleurs, qui est disponible en ligne gratuitement si vous voulez. Moi, j'ai été approchée aussi par des partis politiques, certains partis politiques à plusieurs reprises aussi, puis ça a aussi teinté aussi ma vision de cette thématique-là comme femme trans. Donc, de voir qu'est-ce qui faisait que j'avais envie d'y aller ou de ne pas y aller. Ça m'a quand même... J'ai trouvé que ça faisait beaucoup écho aux entrevues que j'avais vécues. Donc, je vous présente quand même les entrevues comme telles, un peu les résultats qui ressortaient. Mais si vous voulez, on pourra en discuter. Il y avait quand même des couches que je pourrais rajouter de mon expérience personnelle, mais encore là, c'est pas documenté scientifiquement. Je vais juste vous le mentionner. Donc, il y avait 2 catégories d'obstacles à mon sens. Premièrement, il y avait les obstacles sociaux. Donc, j'ai documenté 4 types d'obstacles sociaux qui faisaient que les personnes trans non-binaires avaient plus de difficultés à se présenter en politique. Premièrement, il y avait la question de l'attitude de la population envers la transidentité, envers la non-binarité et le contexte politique actuel de manière générale. Je vais y revenir un peu parce que ça va peut-être donner une petite perche pour la pertinence de l'EDI, même si je pense que tout le monde ici est convaincu. Le deuxième critère, c'est la situation générale des personnes trans et non-binaires. Il faut comprendre qu'avec cette personne, c'est difficile de faire un portrait exhaustif de la situation, mais somme toute, c'est des personnes qui étaient en difficulté plus grande que la majorité. Je dirais des gens qui font de la politique, la majorité des élus. J'ai oublié ma bouteille d'eau, je vais prendre une bouteille d'eau. Je suis désolée, c'est pas une bouteille, mais on va le temps de chatouiller, ça n'a aucun sens. Désolée. Alors, au niveau des discriminations, des mythes et des préjugés, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu de la discrimination. La discrimination pouvait aussi beaucoup varier en fonction de la personne, du fait qu'elle était ou non cispassée. Donc, les personnes qui étaient plus cispassées trouvaient que c'était plus facile, étaient confrontées à moins de défis. Les personnes qui cadraient moins avec des normes de genre ont vécu peut-être plus de discrimination. Puis des fois, c'était sournois. Là. Donc, on va dans une rencontre de chambre de commerce régional, puis on donne des bisous sur les joues à toutes les femmes, mais pas à la politicienne parce que c'est donc bien inacceptable. Il y a eu quand même plusieurs propos, plusieurs préjugés. Il y a aussi l'idée qu'une personne trans ne pourrait pas représenter la circonscription puis le citoyen ordinaire parce que tu fais partie d'une minorité et que tu n'es pas représentatif de la majorité. C'est quelque chose qui est quand même revenu souvent dans les entrevues. Il y a la question aussi de l'absence de modèle. Donc, quand j'ai posé la question, est-ce que vous avez un modèle de la diversité de genre qui vous a poussé à vous lancer en politique? Puis, il n'y a personne qui était capable de donner un modèle ou une modèle qui les avait poussés à se présenter. Je vous jure que j'essaye de survivre présentement. Donc, la deuxième catégorie d'obstacles que j'ai identifiées, c'est les obstacles institutionnels, donc toutes les structures, les procédures inhérentes aux partis politiques. Donc, au sein même des partis politiques, qu'est-ce qui faisait qu'une personne était peut-être plus à l'aise, avait plus de chances de se faire recruter par rapport à une autre. Donc, c'est sûr qu'il y a des questions au niveau de l'idéologie politique. Mais au-delà de ça, il y avait beaucoup une image de tokenisation. Donc, certains partis approchaient une personne clairement seulement sur ce point-là, puis les gens ne se sentaient pas valorisés dans leurs compétences, mais seulement mis là dans le but de bien paraître auprès d'un électorat dans certaines circonscriptions, puis là, ça va être le mode de scrutin, dans certaines circonscriptions urbaines. Donc, parfois, les personnes n'avaient aucun lien de rattachement avec la circonscription. Ils vont aller dans une circonscription urbaine pour bien paraître, et c'est ce qui faisait écho à la théorie des brebis sacrifiées. Donc, on prend une personne qui a peu de chances de remporter
et on va la mettre dans une circonscription ingagnable pour bien paraître, même si on sait qu'elle n'a aucune chance de se faire élire. C'est un peu une des raisons où on constate qu'aucune personne trans ne parvient à se faire élire. Je suis vraiment désolée. D'habitude, je suis plus dynamique que ça. J'essaie juste, comme je vous dis, de survivre. Et ça, tu veux continuer? Oui, ça va, c'est juste, ça chatouille fort. Il me reste 1 minute. Donc, le dernier élément, c'était la capacité de l'Assemblée nationale à accueillir des personnes trans et non-binaires, je dirais particulièrement des personnes non-binaires. Donc, je suis allée voir au niveau de la procédure parlementaire, dans les règlements parlementaires, quelles étaient les règles qui permettaient une personne, par exemple, d'avoir un décorum ou un habillement, par exemple, qui serait non-genré, qui ne rentrait pas dans un code soit homme, soit femme. Une personne qui voudrait porter une jupe, par exemple, avec un veston. Il y avait la question aussi des toilettes. Donc, pour avoir été à l'Assemblée nationale pendant 1 an, il n'y a aucune toilette non-genrée, il n'y a aucune toilette individuelle. Puis, dans certains bâtiments, c'est bleu pour les garçons, rose pour les filles. Donc, ça me faisait beaucoup penser à l'élection de la première femme à l'Assemblée nationale du Québec, où ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait aucune toilette pour l'accueillir, puis il a fallu construire des toilettes pour femmes dans l'hôtel du Parlement. Donc, c'est un peu la même réflexion pour les personnes non-binaires. Je me disais, il y a quand même un enjeu de faisabilité à ce qu'une personne soit élue. Ça va vraiment amener certains enjeux à ce que du moment qu'une personne non-binaire est élue, il faut qu'elle soit capable d'être accommodée. Est-ce qu'au niveau des règles parlementaires, si un député de l'opposition ou du gouvernement attaque la personne en soi, qui dit monsieur, madame, alors que ça ne correspond pas à son genre, est-ce que la présidence va devoir intervenir? Et il n'y avait aucune règle procédurale qui pouvait me le garantir. Puis moi, je suis allée confronter quand même l'équipe juridique, l'équipe de la présidente de l'Assemblée nationale. On me disait non, il va y avoir aucun problème. Mais à chaque fois, on rentrait dans un système un peu de common law où c'est l'exemple qui crée la règle. On n'a pas une règle étiquetée qui va clairement s'appliquer dans cette situation-là qui est donnée. Donc, c'était une garantie qu'on me donnait alors que je n'avais aucune certitude que ce serait le cas en pratique. Et tant qu'il n'y aura pas de personnes non-binaires élues, je ne pourrai pas dire si ce sera le cas ou une personne trans, est-ce qu'il va se faire mégenrer. C'est tant que je ne l'aurai pas vu, qu'il n'y aura pas eu de jurisprudence là-dessus, on ne sera pas en mesure d'établir une règle claire. Donc, je finis peut-être là-dessus le petit pump sur la situation. Donc, oui, il y a eu clairement de la discrimination, hein, je le mentionnais, oui, il y a un recul. Puis il y avait quand même plusieurs exemples. Donc, des personnes, mon anniversaire, ont fait le tour de toutes mes pancartes électorales, vraiment tous mes panneaux, ils les enlevaient pour ajouter des lettres pour indiquer que j'étais un homme. C'était vraiment haineux, ça m'a troublé. Il y a aussi des médias qui hâtaient carrément la personne sans son consentement. Donc, il y a eu plusieurs de ces pratiques-là. Il y a plein d'histoires crunchy aussi. Dans l'essai, ça vous tente d'aller lire. Je nomme pas les partis politiques parce que des personnes que j'interviewe ont eu des représailles, mais il faut comprendre qu'il y a eu plusieurs situations de discrimination, mais il y a surtout eu beaucoup d'attentes positives au regard de la diversité de genre sur le terrain pendant les élections. Concrètement, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, au terme de ma campagne, j'ai réalisé que la population de ma ville était très, très réceptive à la réalité trans. C'était vraiment pas un enjeu. Ça m'a donné beaucoup d'espoir, surtout que je me présentais dans une construction considérée conservatrice. Il y a des gens qui m'ont demandé si je me représentais, qui étaient contents de voir qu'une personne comme moi se présente, qui trouvaient ça rafraîchissant dans un sens. Et c'est ce qui est revenu le plus souvent, c'est à quel point il y avait eu un effet positif sur la population. Et même si on voit beaucoup, beaucoup négatif, il y a plein de personnes en silence, que c'était une expérience positive. Il y a plein de parents qui sont venus montrer à leur enfant une personne trans qui se présentait, qui ont fait des heures de route pour le faire. Donc, il y a quelque chose de très positif. Et ça amène une certaine réflexion à savoir si véritablement une candidature trans ou non-binaire, est-ce que c'est quelque chose qui est négatif? Est-ce qu'une personne va s'empêcher de voter pour une personne trans? Au contraire, est-ce que c'est un avantage de dire « Hey, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, ça prend du courage, moi je vais voter pour une personne trans en particulier ». Les deux ont été vus un peu, mais c'est difficile à déterminer. Est-ce que c'est un facteur neutre? Ça va vraiment être à déterminer dans le futur, c'est pas clair. Mais je suis confiante qu'il va y avoir une première personne de la communauté qui va se faire élire prochainement. Merci.